souvent dans les villes, dans les gros bourgs, où on s'arrêtait, où ils s'arrêtaient, les camions. On nous demandait qui on était. On voulait des détails, mais pas des détails de curiosité, c'était des détails qui relevaient de la police. Leroux ne me lâchait pas. Même dans le camion où on n'entendait pas très très bien. Il y avait du vent, il y avait des... Quelquefois c'était fermé, quelquefois ça ne l'était pas. D'une certaine façon, je pourrais dire que j'étais arrivé à saturation de Leroux. Je ne pouvais plus entendre ses raisonnements, Je voulais... Quel mot que je peux prendre pour ça? Je voulais liquider ma liaison avec Leroux. Je voulais rompre avec lui. Mais on ne rompt pas avec Leroux. Puis qu'est-ce que j'aurais fait sinon? En arrivant à Sens, par exemple, j'aurais dit je reviens tout de suite, et puis je partais, puis il ne me retrouvait pas. Je ne pouvais pas faire ça. Mais j'ai eu la conviction qu'il fallait qu'on arrête. Et que le mieux était d'arrêter avant de se trouver à Paris. C'était beaucoup plus qu'un désaccord qu'il y avait entre nous, parce que... Désaccord... Non, c'était une conviction d'un côté et une absence totale de conviction du mien. Et si, en grattant bien, on avait pu trouver de mon côté une conviction quelconque, enfin pas quelconque, une conviction ou un morceau de la conviction qui ne pouvait pas sortir de mes lèvres, aujourd'hui, je peux affirmer que, à l'évidence, j'étais à l'opposé de Leroux, mais sur un point ou deux, c'est tout. Et lui, il secouait la tête. Moi, je voyais que tout se refermait. Tout. Dans le camion, je crois que c'était avant d'arriver à Fontainebleau, on était secoué, mais moins secoué peut-être. Puis il y avait des sacs. C'était un petit peu plus doux. On commençait à être très fatigué par ce voyage. J'ai fait un rêve. J'avais sans doute les yeux ouverts, mais je rêvais. J'étais plus près de Leroux, j'étais plus vraiment dans le camion. Mais j'étais enfoncé dans un couloir d'un immeuble qui aurait eu des centaines de mètres de long. Et moi, je marchais dedans. Je marchais silencieusement dedans, d'ailleurs, je ne faisais aucun bruit, je marchais. C'était pas éclairé, mais c'était pas entièrement noir. Mais c'était vide. Mais ça ne résonnait pas. Une largeur, en ouvrant mes bras, je touchais les deux murs. Mais immense couloir. J'ai dû marcher, dans mon rêve, pendant peut-être 1 heure. Très très grand couloir. Et à un moment, il m'a semblé qu'il se resserrait. Alors j'ai ouvert mes bras. Et en ouvrant mes bras, j'ai bien vu que je ne pouvais pas les ouvrir entièrement. J'étais obligé de les plier un peu au coude. Il s'était donc resserré. J'ai continué à marcher. J'ai réouvert mes bras. C'était les coudes pliés qui pouvaient toucher les deux murs. J'avais donc perdu pas loin d'1 mètre. J'ai continué à marcher, et il m'a semblé qu'il y avait une clarté. C'était peut-être l'extrémité. Je n'étais pas heureux, enfin, j'aurais pu l'être. J'aurais pu considérer ou trouver ou ressentir dans mon rêve que j'étais un prisonnier, que je m'évadais. Mais non, je ne me souviens pas, et tout de suite, m'étant réveillé, je l'ai retrouvé, ce rêve. Et je ne me suis pas senti... Non. Mais... Je suis arrivé enfin au bout. Et en dessous, au-dessus c'était le vide, le ciel, je ne sais pas, mais le vide. Mais en dessous c'était comme, mais ça n'était pas. C'était comme une immense étendue de liquide, mais le liquide c'était de l'alcool ou de l'essence, je ne sais pas quoi. Et ça flambait, ça brûlait.
Donc la mer brûlait. J'ai voulu faire demi-tour. Il y avait un grand vent à ce moment-là qui soufflait. Jamais j'avais senti le vent en marchant. Un grand vent qui soufflait, j'étais obligé de marcher courbé. Mais je n'avançais que très très peu. À peine, à peine. Et en ouvrant les yeux, j'ai vu que là où j'allais, à l'autre bout, dont je ne m'étais pas rendu compte m'être enfilé dans le couloir à ce moment-là, dans l'autre bout, il y avait aussi des flammes. Et c'est là que je me suis réveillé. Le camion faisait des bonds. Il avait quitté la route. Il rentrait. J'ai regardé autour de moi. Le roux était là, affalé, sommeillait, lui. Et c'était un immense champ. Je ne sais pas si c'était un champ, mais en tous les cas, on doit dire un camp de camions. Il y avait peut-être des milliers de camions là. Et on s'est arrêté à un poste et on est venu nous dire de descendre. On est descendu. On a demandé, mais où est la ville? On a dit un tout petit peu plus loin. Il faut marcher là, c'est encore 1 kilomètre et c'est fait. Vous ne pouvez pas rentrer dans le camp. C'était des policiers militaires qui étaient là, de l'armée, avec le brassard blanc, le casque peint MP, Military Police. Enfin. Tout ça, on connaissait maintenant, on commençait à s'y faire à ça. Alors, on n'était plus que 3 ou 4 là, ou 5. Puis il y en a 2 qui ont dit, dès qu'il y a une maison, on rentre, on demande si on peut dormir. On veut dormir. Le roux a haussé les épaules, si tu veux. Le but, on sait où il est. On rentre à Paris. Oh oui, mais on n'en peut plus. On a, à force de marcher, trouvé. C'était une maison de garde-barrière. Il n'y avait pas de train. Ça n'existait plus, ou c'était abîmé, je ne sais pas. Ils sont allés à la maison, ils ont toqué. Là, on voit, on les a vus parler. Puis nous, on a fait signe. Nous, on continue. On n'était plus que 3. Le roux, un type et moi. Les 2 autres, ils sont rentrés dans la maison. Peut-être qu'ils n'ont pas dormi, ils n'ont fait que de boire un coup, ils ont fait que manger un bout de pain, je ne sais pas. C'est arrivé dans la ville. La ville, c'était Fontainebleau. On s'est retrouvé, je ne sais pas, j'ai jamais su si c'était le centre de la ville ou pas. Je sais que la gare était pas très loin, une gare importante. J'ai dit à Leroux à ce moment-là, si on pouvait rentrer en train à Paris, ça serait bien. Dans le train, on est moins chahuté. Puis l'autre type qui était là, il a dit, moi je reste à la gare, j'attends qu'un train passe, je m'en fous si je reste un jour ou 2, je suis sûr qu'un jour ça va passer. On lui a dit, demain, on reviendra ici, on le prendrait, parce qu'il n'y aura pas de train. Puis le roux un peu plus loin m'a dit, il rentrera comme il veut. On n'aura plus de chance à être que 2 que d'être 5. C'est fini les camions qui vont sur Paris maintenant. Tous les camions qui sont ici, ils vont pas sur Paris. Ils vont vers l'Est. Ils vont vers Dijon, ils vont vers Montargis, c'est fini. Mais comment on va rentrer? On va se débrouiller. Alors on a marché un petit peu dans Fontainebleau, on a trouvé des cafés ouverts, un café. On n'avait pas un rond. On est rentré dans le café, puis le roux a dit, écoutez, nous revenons des maquis, les camions nous ont déposés à leur camp. On va essayer de trouver pour rentrer demain sur Paris. On n'a pas un sou. Est-ce qu'on pourrait quand même? Alors le type a dit oui, je peux vous donner. Alors il a donné, c'était une bière. On a bu une bière. Puis il a ramené des petites choses qui étaient coupées en petits carrés, qu'on a grignotées. Puis on est ressorti. Puis on va où? Il me dit, oh, faut prendre la route vers Paris, on va la trouver, puis on va se mettre au bord de la route. On trouvera bien un type qui nous prendra. Je pensais encore à mon rêve, moi. Des 2 côtés le feu. C'était pas loin d'être tout à fait ce que j'étais. C'était ça, l'avenir et le passé. Le dire à Leroux, ça ne m'a servi à rien. Me le remémorer, ça ne me servait que dans la mesure où je voyais ce que c'était. Mais j'y trouvais pas une réponse puisque je posais pas de questions. Mais j'y trouvais matière à réfléchir en admettant que je pus réfléchir.
On est arrivé à la sortie de la ville. On a marché longtemps pour traverser Fontainebleau. C'est vaste, Fontainebleau. À la sortie de la ville, on a vu. On a vu à la fois Paris, marqué sur des panneaux, puis on a vu aussi des panneaux blancs, Paris. C'était encore les panneaux Schleu. Et Roux, le Roux, il a souri, m'a donné un coup de coude. Moi, j'y ai redonné aussi un coup de coude. J'ai dit, il y a un mois, ils étaient là. Hein. Il m'a dit, oui, oui. Il y a un mois, ils étaient encore là. Le Roux disait, je ne peux pas m'empêcher de penser à la tête que vont faire les copains quand ils vont nous revoir. Moi, je lui ai dit, j'ai jamais pensé à ça, tu vois. Oui, mais tu as pensé à la tête que tes parents vont faire. Oh non, même pas. On est resté, assis sur le bord de la route. Il y a un gars qui s'est arrêté. C'était aussi un camion militaire. Il n'y avait pas de camion civil, ça n'existait pas. Il s'est arrêté, il a dit, vous attendez, on va sur Paris. Oui, je m'en doute. Vous montez? Ouais. C'était assez... Après, j'ai su qu'on appelait ça un commande-car. C'était un Français sous-officier. Il rentrait sur Paris et il disait, dans 2 heures, on y est. C'est quelque chose, ça. Alors on n'a pas parlé avec le Roux, on le laissait conduire. Il fumait beaucoup. De temps en temps, il chantonnait, il marmonnait. Et puis on a vu les grandes banlieues s'approcher. Et puis le commencement de Paris était là. Et tout à coup, on s'est retrouvé quasiment dans Paris, sur un grand boulevard, que le Roux a dit c'est un boulevard extérieur. S'il y avait encore des tramways ou des bus, on aurait pris comme ça, on arrivait ici, les Moulineaux, puis après c'était Renault et Renault-Boulogne. On était chez nous, mais il n'y a plus rien. Alors je lui ai dit, et s'il y a le métro? Oh, le métro, ça tourne. Alors on prend le métro? On prend le métro. On a pris le métro. On a dit, on n'a pas d'argent. On nous a dit d'où vous venez, on a dit d'où on venait, et où on allait. On nous a laissé passer. Le Roux, il était content. Il disait, ils ont changé, les gars. Dans le métro, on a roulé, on a changé. Puis on a pris la direction de Porte de Saint-Cloud, Pont-de-Sèvres. On parlait pas, puis le bruit du métro, ça, moi, ça m'assourdissait complètement. C'était plus que quand ça tirait. Il me semblait que on allait perdre des roues. Alors je me suis levé, je suis allé à la porte. Un peu le sentiment dans le métro d'étouffer. On ne reprend pas comme ça les habitudes. Et j'ai entrouvert la porte et j'ai mis mon nez là. Le Roux s'est précipité. Il m'a pris par le bras, m'a tiré en arrière, il m'a dit, tu vas pas sauter, non? J'avais pas pensé à ça. Il venait de me donner l'idée. C'est sûr que dans un métro, quand ça roule à fond, dans le tunnel, bien noir, tu sautes, tu t'en sors pas. On est descendu à Marcel s'en va. Marcel s'en va, on reconnaissait tout. On ne peut pas dire qu'on s'amusait à nommer le nom des bistrots, mais on l'a fait pour beaucoup d'eux. Puis on s'est approché au loin, on a bien vu. Lui, il était, je ne sais plus dans quelle rue, je ne sais plus dans quel endroit il habitait. Il m'a seulement dit, écoute, il est pas tard. On pourrait s'arrêter un tout petit peu. On va convenir de quelque chose demain. Toi, tu vas chez tes parents. Moi, je vais essayer d'aller à la maison. Demain, on se donne rendez-vous au pont. Si tu veux, à 10 heures. Je lui ai dit, je ne sais pas si je vais revenir. Je ne sais pas comment on va faire. Si tu ne me vois pas, faut pas m'en vouloir. Je suis sûr que demain, à 10 heures, au pont. Puis je l'ai quitté. Je suis allé jusque chez mes parents. J'ai retrouvé ma mère.
Le lendemain, j'étais au pont, 10 heures. Il est arrivé. Il m'a dit, je suis heureux de te revoir. Oh, moi aussi, j'étais heureux de le revoir. Il m'a pas dit, j'étais sûr que tu viendrais. Il commençait à me connaître. S'il m'avait dit ça, je l'aurais peut-être quitté tout de suite. Je lui ai dit, alors on va où? On peut y aller à pied? C'était pas loin d'aller à pied là-bas. Pont de Saint-Cloud, passerelle de Lave. On y était. C'était avant le pont de Suresnes. On a marché, on n'a pas marché par les quais. On a laissé la Seine. On est monté un petit peu dans Saint-Cloud, puis là, il y avait une rue route, par le dessus, qui était à 200-300 mètres de la Seine, mais qui la longeait de loin. De temps en temps, on regardait, on la voyait dans le fond. Puis on est arrivé à l'usine. Il était au moins 11h15, 11h30. C'était à 3-4 kilomètres. Il m'a dit, on boit un coup avant de rentrer. Oh, je lui ai dit, on va pas rentrer à l'usine. Il dit, oh, non, mais on va attendre les copains quand ils vont sortir. Alors il y avait un bistrot. On est rentré, on connaissait le bistrot. On pouvait faire chauffer la gamelle, là. J'étais vraiment pas bien. Je pourrais dire même que j'étais de plus en plus mal à mesure que je m'en rapprochais. Là, maintenant, j'avais l'usine juste à côté. Je voyais la porte par où le matériel rentrait. L'autre porte, du haut, sur une petite rue qui était en pente, c'était là où les hommes rentraient. C'était là qu'on montrait sa carte. C'est là qu'il y avait à la fois des gardiens français et des gardiens allemands, en uniforme, avec un flingue. Puis on voyait l'immense hangar de là où on était. Là où des centaines de types travaillaient, des types et des femmes. On s'est accoudé au comptoir, mais en tournant le dos au comptoir. Et en buvant, et en regardant. Et le roux, il me disait, ça fait une paye, hein? Ouais. Il s'est retourné, puis il a demandé à la femme qui venait de nous servir. Ils sortent à quelle heure? Qui? Ben là, à l'usine. Mais ils travaillent plus. Ah, ils travaillent plus. Ah, je croyais qu'ils avaient repris. Il est question que... Mais voilà, il y a des gars qui sont venus, puis on leur a dit, pas tout de suite, on vous préviendra. C'était ma première satisfaction, ça. J'étais sûr au moins de ne pas y rentrer maintenant. On est sorti du bistrot, on a remonté la petite côte, puis à la porte où on rentrait, le roux il a tapé. Il y avait une grille avec une sorte de gros judas là. Quelqu'un qui est venu derrière. Qu'est-ce que vous voulez? Une seconde, on voudrait rentrer. C'est fermé. Je te dis qu'une seconde, on voudrait rentrer. Je suis le roux, l'ancien chef, là-bas. Alors la porte s'est entrouverte. Et le type lui a dit, monsieur, c'est fermé. Tout le monde va être convoqué, vous aussi, vous allez l'être. Pour le moment, il y a rien. Laisse-moi rentrer dans la cour. Alors on est rentrés dans la cour tous les deux. Et le type, il disait, moi je vais me faire engueuler à cause de vous. Hein. Tu te feras pas engueuler, il a dit. Et on est resté là, on ne s'est pas avancé. On n'est pas descendu. Il fallait descendre un peu pour rentrer dans le hangar. Et avant le hangar, il y avait les vestiaires, là. On était dans la cour. Le roux, il a dit, t'as repris ta place ici? Il y avait les Allemands, là, avant. Ah ouais? Oh, bah, ils sont partis il y a déjà un moment, hein. Au mois de juin, c'était fini. Ils foutaient le camp. Et là, de l'autre côté, il y a toujours le bureau avec le contrôleur. Le contrôleur, il est comme tout le monde, il attend. Et là, les pendules, vous avez même pas retiré les cartons? Ah non, les gars, ils vont retrouver leurs cartons en revenant. Tu crois que ça va reprendre? Comme c'était avant? Oh, bah ça, je sais pas. Non, mais tu le crois? Or, ça se pourrait.
Pour toi, rien n'a changé. Oh bah si, ils sont partis. Non mais c'est tout. Bah, ils sont partis et puis les hommes, ils vont revenir. Ah ouais. Dans les derniers mois, il y a eu du pétard ici. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire Ils ont fait des rafles à la sortie. Hein. Ils en ont fait. Hein. C'est pour ça que ça a décroché à la fin. Il n'y avait plus personne dans les ateliers. Alors le roux, il est repassé vers la porte. Il a dit, bon ben, à bientôt. T'ennuies pas. Non, non, au revoir monsieur, il a dit. Dehors, on a continué à monter. En montant, on passait, il y avait comme un viaduc, en dessous du train qui faisait Saint-Lazare. Là, c'était souvent que les ouvriers venaient, s'arrêtaient. On mangeait les gamelles froides quelquefois là. On fumait une cigarette, c'était avant de rentrer. On était mieux à l'air que d'aller, quand il faisait beau temps, dans le bistrot. On a retrouvé des pierres, pas les mêmes, mais des pierres, sur lesquelles on s'asseyait, puis une autre sur laquelle on mettait la galetouse. Il s'est assis, m'a sorti une cigarette. Il m'a dit, je vais te l'allumer. Je lui ai dit, si tu veux. Il m'a allumé ma cigarette. Il m'a dit, alors chez toi, hier soir? J'ai dit, j'ai rien à dire. J'étais content. J'ai rien à dire. Oh là là! Tu me demandes pas moi comment c'était? Non, t'as rien à dire. Tu pourrais me demander si j'ai retrouvé tout en état. Non, je te le demande pas. Et si je te le demande, je te demande de me le demander. Alors si tu veux. T'as retrouvé tout le monde? Oui. Elle n'a pas été emmerdée. Alors c'est bien. Oui. Et chez toi, ils n'ont pas été emmerdés? Je vais pas demander. Alors tu crois que tu vas recevoir aussi ton papier? On va te convoquer à l'usine un de ces jours? Écoute. Écoute. Oui, je t'écoute, qui me dit. L'usine, j'en veux plus. Oui, mais ça, je l'ai compris. Je t'ai dit, moi, ce que je crois que tu vas pouvoir faire. Et ça va être très très bon. Tu vas changer complètement. Non. Je vais te dire ce qu'il y a. Je vais te dire. Et je sentis que ça montait en moi, ça gonflait en moi. J'ai renversé ma tête en arrière. J'ai vu le dessous des arches du viaduc. Et j'ai dit, merde! Puis je suis resté après assis. Il m'a pu parler. On est resté. C'était du temps qui n'avait plus de temps, ça. Ouais. Alors on est resté. Je sais pas si la nuit est arrivée, je crois pas. On est resté. On avait mal au cul quand on s'est levé. Mal aux jambes. Il a fallu se déplier, littéralement. Il m'a seulement dit, tu rentres encore à pied? Et je lui ai dit, je veux rentrer seul. Seul. Et je suis descendu de là-haut. Lui, il a dû retrouver la même route qui longeait la Seine de loin. Moi, je suis descendu jusqu'au bord de la Seine. En bas, justement, le bord de la Seine, je connaissais ça par cœur. Il y avait l'ancienne usine Blériot. Ça aussi, les Allemands l'avaient prise. Là aussi, il y avait des types qui travaillaient. C'était les hydravions. J'ai jamais su ce qu'ils faisaient pendant la guerre là-dedans. Sans doute aussi des réparations d'avions, certainement. Tout le coin, c'était les réparations d'avions. J'ai retrouvé les gradins qui étaient au bord de la Seine. Il y avait des gradins. Des gradins c'était des gradins en ciment. On y venait très rarement. Peut-être que j'y suis venu une fois, deux fois. C'était les gradins de Suresnes. Il y avait des types il y avait des courses d'avirons là. Ils partaient du pont de Saint-Cloud, ils passaient sous la passerelle de l'Ove, et avant d'arriver au barrage du pont de Suresnes,
C'était là au gradin, tac, l'arrivée. Le premier, le deuxième, le troisième, ils faisaient demi-tour et puis ils allaient s'accrocher au bord de la berge. Quoi. Je me suis hissé un peu là, assis sur un des bancs en ciment, et la Seine qui passait. Pour un peu, j'aurais pu voir des rameurs. J'ai mis ma tête entre mes mains. J'ai pleuré. J'ai pleuré très fort. Puis une fois, non pas que j'ai eu fini de pleurer, j'ai pleuré sans m'arrêter, mais avec plus ou moins d'abondance. Je regardais la Seine, je regardais de l'autre côté de la Seine. Alors là, je voyais rien. J'ai toujours été un peu bigleux, je ne pouvais pas voir la Seine à cet endroit, elle était extrêmement large. Alors je tournais ma tête sur le côté droit. Je voyais le quai où il y a eu le tramway à un moment donné, le 175. J'avais l'impression que le roue était caché derrière un des arbres. Je tournais la tête de l'autre côté, vers le pont de Suresnes. Là, il commençait à y avoir quelques hangars, quelques ateliers de réparation. Je voyais encore le roue derrière un autre arbre, à gauche. Oh, normalement, il est loin déjà. Il a dépassé la passerelle de lave. Je me suis levé. C'est curieux, c'est pas curieux, c'est étrange et c'est pas étrange. C'est le raz-de-marée qui peut prendre l'intérieur d'un type, qui peut le soulever, qui peut l'entraîner. J'étais debout au milieu des gradins, tout seul. Les joues encore toutes mouillées de ces larmes. J'avais des larmes. Me jeter dans la flotte, certainement pas. D'abord, je sais nager. Mais tout s'est précipité. Tout. Je suis sorti des gradins. J'étais sur le quai, sur le bord. Alors, il y avait la route qui longeait la Seine. Et puis, la route, une rangée d'arbres tout le long, jusqu'au pont de Saint-Cloud. Et puis, entre la route et la berge qui descendait jusqu'au fleuve, il y avait un passage que les bicyclettes prenaient, que les piétons pouvaient prendre, mais il n'y avait pas de piétons par là. Il n'y avait pas de maisons d'habitation. C'était seulement des garages, hangars, ateliers, etc. Et j'ai marché là sur ce qu'on pourrait appeler la piste cyclable. Ce n'était pas goudronné, c'était de la terre, mais très fine, très tassée, très bien, sans accident. De temps en temps, plouf, une petite bosse, mais c'est tout. Et j'ai marché là. Premier objectif, arriver à la passerelle de lave. Je suis arrivé à la passerelle de lave. Je suis arrêté. Il y avait mal partout. Je suis descendu un peu au bord de l'eau. C'était à la passerelle de lave que l'oncle, il s'était raté, mais il avait voulu se tuer. C'était de l'autre côté, pas du côté Saint-Cloud, car la passerelle de lave, c'était déjà Saint-Cloud. Mais de l'autre côté, passerelle de lave, côté Boulogne, quand elle arrivait à toucher le quai là-bas. Les parcs Rothschild et tout ça. Je suis resté là, j'ai attendu. J'ai attendu rien, puisque rien n'avait à passer. Je me suis relevé. J'ai remarché. Je marchais un peu moins vite. Peut-être que j'avais un peu moins mal. Je sais pas. Mais je ne pouvais plus marcher vite, en tout cas. Et puis, j'ai fait une partie d'eux. J'ai commencé à trouver les premières péniches. Il y a toujours eu des péniches de ce côté-là. En face, c'était la péniche où j'avais été maître nageur. Je l'ai vue, de loin. Ouais. La nuit tombait. C'était fait. J'ai vu le pont de Saint-Cloud. Sur le pont de Saint-Cloud, du temps où j'y étais encore, à ce temps auquel je pouvais penser là maintenant, de chaque côté, il y avait des batteries de DCA. On rêvait d'un jour foutre des grenades dessous puis de tout faire sauter. On n'y est jamais arrivé. On ne l'a jamais essayé. Il fallait être plus malin que nous. Puis je suis arrivé au pont. Puis au pont, j'ai traversé. Je suis rentré sur le côté Boulogne. Je ne suis pas arrivé chez mes parents. Je n'ai pas voulu y retourner. J'ai longé la chaussée, mais de l'autre côté. J'ai dépassé le 5, j'ai regardé de loin.
Il n'était pas tard, mais tout était un peu mort. Il y avait le bistrot, le grand bistrot du coin, au Roi Soleil. Lui, il était ouvert. Mais il était même ouvert pendant l'occupation. Les chleux qui étaient là, aux batteries, ils venaient boire le coup. Là. J'ai remonté la route de la Reine. Où est-ce que j'allais aller? Puis j'ai bifurqué dans la rue de Silly. J'ai tourné à gauche. Puis je me suis retrouvé pas loin de la gendarmerie. Alors, je suis rentré à la gendarmerie. Il était tard, mais pas encore très tard. 6 heures peut-être. 7 heures peut-être. Le jour tombait déjà. J'ai dit, je voudrais un renseignement. Et on m'a demandé quel renseignement. J'ai dit, je voudrais m'engager. Pas à cette heure-ci, mais demain, oui. Et tu voudrais t'engager dans quoi? Quel âge tu as? 20 ans. Ah ouais. T'as tout à fait l'âge. Et tu voudrais quoi? J'ai pas d'idée. Mais tu y as réfléchi? Ah, on n'a pas de papier, là. Des fois, on a eu des prospectus, mais là, il n'y en a pas. Tu reviendras demain. J'aurais parlé avec le chef, il aura donné une idée. Et si je m'engageais dans l'aviation? Dans l'aviation? Ah bah, c'est pas ici. Non, ici, là, si tu veux t'engager dans l'armée de l'air, c'est ça que tu veux? Oui. Alors, l'armée de l'air, il faut aller vers la porte de Versailles, là-bas. Sur les grands boulevards, là où il y a la caserne, et c'est les engagements qui se font là. Et c'est quel métro? Porte de Versailles. Sinon, tu peux y aller en métro jusqu'à Aix-Elmance. Et puis Aix-Elmance, bah, tu sors, tu traverses la Seine, et puis tu es à 10 minutes de la caserne. Ça se voit de loin. Très grande caserne. Mais demain, pas maintenant. Ah oui, mais bien sûr. Alors je suis sorti de la gendarmerie, décidé à m'engager dans l'armée de l'air. Je sais pas pourquoi. Hein. J'ai pas pris le métro. J'avais toute la nuit pour marcher. J'avais un petit peu d'argent en poche, très peu. J'avais pris chez ma mère. Je commençais bien déjà. Je suis arrivé à la porte de Saint-Cloud. J'ai encore bu un coup, c'était peut-être 9 heures. Je suis arrivé à Aix-Elmance. Là, j'ai pris en dessous. Il y avait le viaduc aussi. J'ai traversé la Seine. Puis je suis arrivé de l'autre côté. Puis j'ai marché. Une grande avenue, grande artère, comme on dit. Et j'ai aperçu un bâtiment qui était sans doute la caserne. Puis dans ce coin-là, c'est pas habité. Un peu les terrains vagues et tout ça. Alors j'ai décidé que j'allais dormir là. J'ai pas eu longtemps à chercher pour trouver. Il y avait de l'herbe, c'était la fin de l'été, enfin, c'était le bout du mois d'août, le début du mois de septembre, ça. Il faisait pas froid. Je me suis mis par terre, un peu calé comme il fallait. J'avais les yeux ouverts, je regardais le ciel. C'était une nuit sans nuages. Il y avait les étoiles, les premières étoiles. J'ai dû dormir, puis je me suis réveillé. Quelle heure il était? Je sais pas. La nuit n'était pas partie. Le métro circulait plus. C'était donc entre minuit et 5-6 heures, ou 4-5 heures. Et puis le jour est arrivé. Et quand le jour est arrivé, je me suis fait une promesse. Je m'engage, je pars tout de suite. Et dès que je le peux, je me jette avec ce que j'ai. Et puis c'est fini. C'est fini. Il était fou, l'euro. C'est un type qui est fou. Retourner travailler en usine. Je vais, peut-être vers 8h30, 9h, je vais à la caserne. Je vois une sentinelle. Je lui dis, pour s'engager. Alors il m'explique. Il faut aller dans le bureau. Il faut rentrer là, puis tourner comme ça.
Ah d'accord. Je fais ce qu'il dit. Je rentre, je marche, je tourne. Je fais comme ça. Je retourne encore. Eh oui, je tombe et je vois une affiche. Engagez-vous dans l'armée de l'air. Ah ouais. Je rentre. Un grand bureau. 2, 3 femmes à un guichet, là, un comptoir. Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, il faudrait que je rencontre quelqu'un. J'ai décidé de m'engager. Ah, mais oui, oui, très bien. Il veut s'engager. Je l'envoie à qui? Alors l'autre, elle lui répond, il faut l'envoyer là-bas, au bureau de tel type. Ah, vous allez aller là-bas? D'accord. Je vais vous accompagner, si vous voulez. Alors on m'accompagne. On me dit, vous allez attendre une seconde. Alors elle toque à la porte, elle rentre, elle ressort 2 minutes après. Vous pouvez rentrer. Alors je rentre. Puis je vois un homme, naturellement. Habillé en militaire. Qu'est-ce que c'est? Je dis, je voudrais m'engager. Dans l'armée de l'air? Oui. Quel âge tu as? 20 ans. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais pas quoi dire. Comment tu sais pas quoi dire? Ben non. Ben tu travaillais quand même. Oui. Dans quoi? Ben là j'étais dans le maquis. Ah mais je te parle pas de ça. Dans le maquis t'as pas travaillé? Bah, d'une certaine façon, ouais. Non mais, avant de rentrer dans le maquis, t'étais où? D'abord t'habites où? Ta ville, c'est Paris? Ma ville c'est Boulogne-Billancourt. Ah, très bien. Donc t'es à côté. Oui, pas loin. Et tu faisais quoi dans la vie? Dans la vie, je faisais un peu n'importe quoi parce que c'était difficile. Vous avez connu l'occupation, vous? Oui, mais pour moi, c'était pas difficile. C'était plus simple. Ah oui. Ah, vous aviez de la chance. Alors tu veux t'engager pour combien de temps? Bah, je sais pas, j'y ai pas encore pensé. Je connais rien. Ah, tu sais, dans l'armée de l'air, c'est 5 ans. Ah bah ça va. 5 ans. Bon, bah je vais te préparer tes papiers. Alors il sort une feuille, et puis il commence. Mon nom, mon prénom, mon âge, mon adresse, tout, où je suis né. Puis en bas, c'est... Voilà, je m'engage sur l'honneur pour une durée de 5 ans. Fait à Paris, le toc-toc. Signe, je signe. J'ai dit, puis maintenant je vais où? Bah tu rentres chez toi. Je rentre chez moi? Oui, tu rentres chez toi, t'attends qu'on t'appelle. Quoi, comme chez Farman? Qu'est-ce que ça veut dire, comme chez Farman? Non, non, c'est... Je me rappelais quelque chose qu'on m'avait dit. Tu rentres chez toi, t'attends. Mais je vais attendre combien de temps? Ah, bah ça, mon vieux. Je peux pas te dire combien de temps tu vas attendre. Ça peut durer... Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. De toute façon, ne te fais pas de soucis, ça compte dans le temps. Tu passerais même 5 mois chez toi, c'est 5 mois que tu aurais fait comme si tu étais dans l'armée. Et tu te viendras toucher ta solde tous les mois. Tu viens ici, on te donnera la solde. La solde, elle n'est pas très grosse. Hein. Voilà, je vais te donner un papier, tu vas avoir tout ton barème. Et moi, je voulais partir tout de suite. Ah bah dis donc. Si tu étais dans le maquis, tu sais qu'on n'était pas seul, hein, il y a encore 2 mois. Bon, il faut tout remonter. Tu vas être ici, tu vas aider à remonter les hangars et tout. Non, je voudrais voler. Oh, mais tu peux pas voler, mon pauvre vieux. Si tous ceux qui veulent voler, il n'y aurait personne au sol. Il y en a du boulot au sol. Bon, bah écoute, je vais te faire d'abord ton avance. Voilà, je te donne 2 mois. Puis il m'a allongé. Un petit peu d'argent. J'ai mis dans ma poche, je suis sorti. Dehors. Je suis perdu dehors. Je voudrais retrouver le trou dans lequel j'ai passé ma nuit. Là maintenant, on voit des métros qui passent par-ci par-là. Il y a quelques voitures qui roulent aussi sur la grande avenue. Dans 5 mois. Pendant 5 mois, qu'est-ce que je vais foutre? Oh, c'est décidé. Ça peut pas continuer comme ça. J'arrête et puis c'est tout. Et puis tout se précipite en moi. Je décide, j'ai mon papier encore sur moi, disant que je suis un militaire, que j'attends d'être appelé. Je prends le papier, je le regarde un peu,
je le déchire, je fous en l'air. Mais où je vais aller? C'est ça toute la question. Où est-ce que je vais aller? Mais je ne sais rien faire. J'essaye de me souvenir, je tenais un marteau, mais c'est fini, je ne saurais plus tenir un marteau. Alors avec un tournevis, je pouvais faire des boutons, tirer des fils, les mettre sur des petits patelets de porcelaine. Mais je ne pourrais plus faire ça. Puis il y a des contraintes dedans, je ne connais même plus les contraintes, je ne connais plus rien. Tout ce que je peux, c'est rentrer dans l'armée. Et si je rentre dans l'armée, voilà, ils me foutent dehors, et ils me prennent et ils me foutent dehors. Et ils me disent, va chez toi, on t'appellera. Dans 5 mois, 4 mois, tu toucheras ta solde. Puisque j'ai touché, c'est rien. Je peux pas tenir avec ça. Je suis foutu. Je suis complètement foutu. Allez, je déserte. J'ai trouvé le mot, je le connaissais. J'ai effectivement vraiment déserté. Qu'est-ce qu'il fallait faire, ça? Ce qu'il fallait faire, je l'ai fait. Je suis allé m'engager ailleurs. Je les ai retrouvés. Eux, ceux qui nous avaient libérés. Je les ai retrouvés. Ils étaient pas loin de Belfort. Ils avaient été vite, hein. Mais là, ils étaient bloqués. Là, c'était l'arrêt, là. Je les ai retrouvés, j'ai fait pareil. J'ai demandé à m'engager. J'ai vu quelqu'un. Il m'a dit oui, si vous voulez vous engager, c'est là. Dans le camion. Là, c'était dans un camion qu'on s'engageait. J'ai vu des hommes, les mêmes que ceux que j'avais vus là-bas, avec les casques plats comme les Anglais, la natte sur le côté, de temps en temps, pas toujours. Des grands manteaux amples, la mitraillette, la carabine. Ouais. J'étais pas sûr que ce soit ça que je voulais exactement, mais pourquoi pas. Je les avais un peu connus. Alors, je suis arrivé au camion, puis on montait, il y avait quelques marches, là. C'était un camion bureau. Alors, j'ai cogné. Oui. J'ai poussé la porte. Bonjour, monsieur. Et le type m'a dit, non, pas monsieur, mon capitaine. Bonjour, mon capitaine. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Capitaine, je voudrais m'engager. Ah oui? Très bien. Rentrez. Je suis rentré. Et pourquoi vous voulez vous engager ici? Vous savez ce que c'est? Oui. Comment vous savez ce que c'est? Vous êtes de Belfort? Non, non. Vous êtes d'où? De Paris. Vous êtes venu de Paris ici pour vous engager ici? Chez nous? Oui. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Il m'a pris que j'ai été dans le maquis. Il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. On a été libérés par les hommes qui sont là, par vous, quoi. Et je voulais m'engager, et je suis venu m'engager ici, chez vous. Ah oui, mais écoutez, mon garçon, vous avez quel âge? 20 ans. Bah oui, mais... Vous avez fait une préparation militaire? J'ai été dans le maquis. On s'est battu dans le maquis, vous savez. Oui, je sais ça. Donc vous savez tout. Tout, non. Mais je sais des choses. Vous avez de l'instruction? Comme tout le monde. Vous voulez vous engager maintenant? Oui. Vous savez que chez nous, on ne peut pas s'engager comme ça, disons. Il faut s'engager 3 ans. Ah oui? D'accord, 3 ans. Ah bon. Si vous êtes décidé, tout à fait. Vous voulez pas attendre demain? Non, non. Ah bon. Alors on a recommencé comme la veille à l'armée de l'air. Ou l'avant-veille, je sais pas combien de temps j'avais mis pour arriver là. Le nom, le prénom, l'âge, l'adresse. Majeur, quoi. Oui, majeur. Ah bon. Et qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Alors, pas de diplôme. Vous savez, c'était la guerre, on était tous obligés d'arrêter ce qu'on avait mis en route, etc. Ah oui, je comprends. Pas de problème. Gentil, dans le fond. Et je signe 3 ans. Ça y est. Et je lui dis, maintenant, je vais où? Écoutez, ce soir, on n'a rien préparé pour
vous avoir, pour vous recevoir, mais demain matin, vous revenez ici à 7h30. Là, vous allez trouver, faut aller à la gare de Belfort. Vous allez pouvoir passer la nuit là-bas. Puis on va vous donner de quoi manger. Et demain matin, ici, 7h, 7h30, au plus tard.